avec ce phénomène hallucinatoire. Bien, nous allons arrêter là pour cette première partie qui a été très intéressante avec des questions. Maintenant, nous allons laisser la parole à Madame Marc, qui est psychologue clinicienne et qui va nous proposer un cas de sa clinique, Emera. Du coup, bonjour à toutes et à tous. Et puis, je vais en profiter pour vous souhaiter une bonne année, vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année. Alors du coup, oui, je vais vous présenter un cas clinique tiré de mes fonctions en libéral. Il s'agit de Emera, une jeune fille de 13 ans, que j'ai vue de façon épisodique sur quelques séances, parce qu'ensuite, après, ils ont déménagé et puis moi, j'ai changé de fonction. Alors du coup, mon approche lors de cet exposé visera à replacer l'expression des symptômes d'Emera dans une perspective dynamique pour vous présenter un état des lieux de la situation, aussi bien dans sa dimension objective que subjective. Donc Emera est une collégienne de 13 ans. Lorsque je la vois pour la première fois, je suis assez frappée par sa taille. En fait, elle est très grande par rapport... elle me semble déjà très grande par rapport à son âge. Et dans sa façon de s'habiller, voilà. On a l'impression vraiment d'avoir à la fois une toute petite fille et puis une jeune adolescente qui est en devenir. Elle est donc l'aînée d'une fratrie de 3 enfants. Ses parents sont dans le soin à la personne, le père en libéral, peu disponible, et sa mère en institution. Je la suis donc au cabinet depuis quelques mois de manière épisodique, à raison de 1 ou de 2 rendez-vous de séances, en fait, mensuelles, ce qui répond au choix des parents qui doivent honorer parallèlement à leur obligation professionnelle d'autres rendez-vous pour ses 2 petits frères. Donc elle a un petit frère de 10 ans qui est TDAH, qui a été diagnostiqué TDAH, et un autre petit frère de 8 ans qui lui est TSA. Alors à la première séance, c'est accompagné de sa mère que je l'accueille après un appel téléphonique début septembre où la mère de Emera, Madame D, je l'appellerai comme ça, m'explique pêle-mêle qu'elle venait de perdre récemment la marraine d'Emera, qui est aussi la sœur jumelle de la mère, et qu'elle avait avant tout beaucoup de mal à s'endormir à cause de l'école, car précise-t-elle, elle se met toute seule trop de pression, et que peut-être quelques séances lui feraient du bien, car elle commence à s'épuiser. À cette première séance, Madame D montre toujours autant d'empressement à m'apporter des éléments anamnéstiques. Elle doit aller récupérer son petit frère chez une orthophoniste. Et en fait, ce sera toujours comme ça, elle sera toujours pressée. Et voilà, j'ai du mal à la capter. Et puis en plus, comme voilà, les 2 petits frères sont pas bien, avec plein de rendez-vous, donc du coup, à chaque fois que je lui parlais, voilà, ça me gêne un peu de la ralentir. Mais ça sera comme ça à peu près tout le temps, sauf une fois où je vais un peu la coincer. Donc dans la foulée, j'apprends que Emera est née prématurée à 7 mois et demi, au terme d'une grossesse désirée qui ne présentait pas de particularité médicale initialement, mais qui s'est compliquée de manière inexpliquée. Donc à 7 mois et demi, il y a eu déclenchement du travail, perte des os et accouchement par voie naturelle. Donc le petit poids d'Emera, le petit poids de naissance, donc ne va pas nécessiter de surveillance particulière. Enfin si, au contraire, excusez-moi. Donc, du coup, au contraire, elle va être en néonatologie pendant plusieurs jours. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, il ne va pas avoir de conséquences sur son développement. C'est ça que je voulais dire. Donc du coup, bien que le passage en service, puis les quelques mois suivants, ont pu être vécus comme une période très anxiogène pour la mère, elle me dira à ce propos, comme pour se rassurer, pour donner aujourd'hui une jeune fille de 1m76.
Donc en fait, elle a 13 ans, et en plus elle met des plateformes, donc en fait elle paraît très grande. Lors de l'entretien, Emera se montre distante, elle adopte une attitude défensive et donne des réponses laconiques, évasives à la plupart de mes tentatives de rapprochement. Elle pourra par moments fuir mon regard en fixant un point imaginaire. Elle est tournée vers sa mère et lui laisse le soin de décrire l'objet de leur démarche. Et ça, voilà, c'est assez... à chaque fois que je la verrai, c'est un peu là-dessus que je me baserai parce que clairement, dans sa position, je vois quand elle est orientée vers moi, qu'elle a envie de me parler ou que c'est pas le cas. Et du coup, elle est là, en l'occurrence, elle est vraiment orientée vers sa mère et elle n'a pas trop envie de me parler, quoi. Mais donc progressivement, enfin, elle va se détendre et elle va s'orienter vers moi. Et du coup, elle va devenir un peu plus participative. Alors, le développement, donc, comme je disais, psychomoteur d'Emera a été sans particularité. Et d'un point de vue psychocognitif, elle a plutôt des facilités, ce qui lui a permis de passer une classe. Alors, sa mère me dira qu'elle a été évaluée, qu'elle a eu des tests psychométriques, et qui a donné un QI de 135, pardon. Donc, il a classe dans les hauts potentiels. Très tôt, elle se révèle être une enfant hypersensible. Elle sollicite l'attention permanente de sa mère. À l'école, elle est décrite comme une élève sage, docile, que l'on n'entend que très peu. Enfant, elle aime jouer seule avec ses poupées en se racontant des histoires. Il lui arrive de surréagir aux frustrations ou rapidement se mettre en colère. Elle a son petit caractère, me dit sa mère. Elle a un petit cercle de camarades et d'une façon générale, plutôt maladroite dans ses relations interpersonnelles et dans les habiletés sociales, ce qui l'amène à se tenir à l'écart ou voire à être plutôt mise à l'écart du groupe. Elle peut passer par des phases de rumination anxieuse avec une humeur qui oscillera entre des moments de mal-être. Et du coup, elle passera des heures le soir avec sa mère à se tout remettre en cause, ses capacités intellectuelles, ses relations avec ses camarades, voilà. Et sa mère essayant de la rassurer en vain. Et d'autres moments où elle fera preuve d'une certaine exaltation, c'est le terme utilisé par sa mère, chahutant volontiers avec ses petits frères, avec qui elle dira entretenir par ailleurs de bons rapports. Alors quand elle dit chahuter, quand je discute avec elle, c'est plutôt des grosses bastons, hein, où elle se prend plein de coups et elle trouve ça rigolo, quoi. Elle se prend des... Bon. Et puis en plus, ça finit souvent assez mal puisque tout le monde se met à pleurer. Bon. Alors, une fratrie qui occupe, on l'a compris, au passage beaucoup d'espace de par leurs difficultés liées à leurs problématiques et par les multiples prises en charge dont ils bénéficient. J'insiste là-dessus parce qu'en fait, au fil du temps, je me rends compte que finalement, il y a peu d'espace pour Emera et elle doit globalement souvent s'occuper seule, quoi. Donc, j'apprends également que Emera a précédemment eu l'occasion de rencontrer une psychologue pour des troubles du sommeil, une prise en charge qui a donné lieu à quelques séances et dont elles en font, donc avec sa mère, un bilan plutôt positif. Elle est alors âgée de 3 ans. Plus tard, elle me signalera qu'elle avait eu une autre psychologue, toujours pour des troubles du sommeil et pour un manque de confiance en elle, avec qui elle me dira que ça n'a pas collé parce qu'elle ne disait rien. Et elle ajoute « Moi, j'ai besoin qu'on me parle ». Et d'ailleurs, elle va me dire que la perspective de venir me voir ne l'enchantait pas vraiment. Et c'est vraiment parce que sa mère a insisté qu'elle vient me voir. Donc, sa mère reviendra donc sur les différents symptômes qui dominent ce tableau, à savoir des troubles du sommeil, des plaintes somatiques récurrentes, des douleurs abdominales et des céphalées généralement le matin avant d'aller à l'école, des colères qui seront suivies de sentiments de culpabilité, mais également, et c'est ce qui semble le plus problématique, avec des crises de larmes essentiellement le soir, des difficultés d'endormissement qui perdurent. On l'a donc compris, au fil du temps, les nuits se sont transformées en véritables cauchemars. Elles ont toujours été problématiques, source d'angoisse ou de peur pour Emera, et par voie de conséquence de tension pour les parents qui, cherchant des solutions pour y remédier, tenteront de la rassurer pendant des heures, de lui raconter des histoires, de la menacer,
de l'intimider, de lui proposer des récompenses, des exercices de respiration, de méditation, bref. Rien n'y fait. Pour qu'elle puisse trouver le sommeil, elle doit s'endormir près d'une personne. Et c'est donc un signe chaque soir que s'installe une atmosphère de mise à l'épreuve. Sera-t-elle capable de surmonter l'obstacle implicite qui se dresse entre le passage d'un état de veille à un état de sommeil? Du coup, ce climat de tension fait s'évaporer le plaisir de dormir et fait de ces phases d'endormissement, pour Emera, le déclenchement de toutes ces craintes. Alors, une séance avec Emera, toute seule. Donc elle va dans un premier temps faire l'inventaire de certains éléments de décoration de mon bureau, pour finir par me dire qu'elle est rassurée parce que je lui pose des questions et que sa mère lui a dit que je faisais passer des tests, ce qu'elle aime bien faire dans les magazines. Même si elle reconnaît que parfois c'est pas vraiment ça. Alors elle dit que c'est pas vraiment ça parce qu'en fait elle se retrouve pas dans les conclusions des tests. Du coup je lui dis que l'on va apprendre à se connaître et je lui propose de me parler d'elle. Donc le cadre est posé et je la sens un peu plus détendue. Sans transition et voilà, c'est vraiment le premier thème qu'elle aborde. Elle me raconte qu'elle ne supporte pas l'injustice ou que l'on juge les gens parce qu'ils sont homo ou étrangers. Alors du coup, moi je tente, oui, quelquefois certaines personnes ont du mal à accepter ce qui ne leur ressemble pas, blablabla, mais à l'écart, et du coup je lui demande, est-ce que voilà, tu as eu l'occasion d'être dans cette situation où quelqu'un d'autre a pu l'être, enfin c'est grosso modo ce que je lui ai dit. Et du coup, elle me répond du tac au tac, oui, mes frères. Ce qui la met en colère d'ailleurs. Elle précise que si elle se sent souvent incapable de se défendre lorsqu'elle est la cible de critiques ou de remarques désagréables, elle pourrait faire n'importe quoi pour défendre un proche, ami ou famille que l'on tenterait de blesser. Elle dira ne pas comprendre pourquoi les gens font des différences, que ça ne la dérangerait pas d'avoir des amis homo ou étrangers, ou être elle-même homo, et elle s'empresse de préciser que cela n'est pas le cas. Elle rajoute que ses parents sont ouverts d'esprit, mais par contre à l'école, c'est autre chose. D'ailleurs, pour marquer sa différence, il lui plaît de jouer la provocation et d'arriver à l'école avec des tenues excentriques ou old school ou faire la pitre. Et c'est un peu comme ça qu'elle est identifiée par ses pairs. On la trouve rigolote, ça c'est son terme, lorsque ce n'est pas plutôt bizarre. Elle reconnaît que c'est aussi pour elle un moyen de se faire remarquer du groupe, car très souvent elle n'arrive pas à se faire entendre. Et puis elle ajoute, pour peu qu'elle ait quelque chose à dire, car elle a plutôt l'impression de ne pas avoir de sujet de conversation ou de ne pas avoir les mêmes centres d'intérêt de ses camarades. Elle me confiera qu'elle se sent plutôt timide, puis se décrira comme une vate en guerre, prête à en découdre avec toutes les personnes qui s'approcheraient de ses amis, mais montrera toute sa fragilité lorsqu'elle abordera des moments de solitude où elle s'est sentie rejetée. Une fragilité qui est presque palpable lors de nos séances, même si elle est bien dans la relation et a un discours authentique. Elle la manifestera, cette fragilité, à travers sa posture, son regard que j'ai du mal à accrocher par moments, et ses ruptures dans ses chaînes associatives avec une reprise qui restera dans la relation. C'est-à-dire qu'elle aborde un sujet, puis elle coupe, et puis elle me dit « Ah ben tiens, tes tableaux, ils sont beaux, et puis j'aime bien ceci, cela. » Bon, voilà. Elle aborde ses troubles du sommeil. Elle ne se plaindra pas de cauchemars, principalement à l'endormissement. Sans amélioration, quels que soient les aménagements que les parents ont mis en œuvre. Il lui arrive de rester figée, les yeux fermés dans son lit, tétanisée par sa peur du noir le soir, alors qu'elle a la sensation qu'elle n'est pas tout seule et qu'il pourrait y avoir des yeux qui la regardent.
Elle tente alors de se concentrer sur les scénarios qu'elle imagine. Il s'agit de plusieurs histoires ou d'univers qui s'entrecroisent et elle s'amuse à faire passer ces personnages d'un univers à l'autre tout en leur faisant faire des rencontres improbables, ce qui la fait beaucoup rire. D'ailleurs, elle me dit avoir beaucoup de tendresse pour ses héros et quand le développement de ces histoires l'amène à les voir disparaître, elle s'arrange pour les faire réapparaître dans un espace parallèle, ce qui les rend alors immortels. Mais lorsque sa terreur liée à l'acte de s'endormir est telle qu'elle ne peut plus rester dans sa chambre, elle court chercher refuge dans la chambre de ses parents, et ce, quelle que soit l'heure de la nuit, ce qui donne lieu à des moments de tension, malgré toute la bienveillance et la patience dont les parents essayent de faire preuve. Et c'est vrai que la mère, elle essaie vraiment elle va essayer tout un tas de trucs pour faire en sorte que ça se passe bien pour sa fille, malgré qu'elle se sente épuisée, parce que, évidemment, elle me dit avoir toute la journée dans les pattes avec ses deux frères, plus son travail, et quand arrive le soir, elle voudrait dormir. Bon. Mais lorsque sa terreur liée à l'acte de s'endormir, je viens de le dire, il peut arriver également que ces troubles du sommeil génèrent des crises d'angoisse, ce qui vient aggraver la situation. Alors du coup, ça c'est plus des peurs. En fait, le soir, quand sa mère la récupère, elle est vraiment en crise d'angoisse, quoi. Elle palpite, elle hyperventile, elle est en sueur. Enfin voilà, donc il faut aussi gérer ça. Et tout ça parce que, il va falloir qu'elle dorme et elle n'y arrive pas. Et donc elle sera d'autant plus angoissée qu'elle aura des examens pour le lendemain au collège, parce qu'elle sait qu'elle sera en dette de sommeil, fatiguée et ce faisant, pas au top de ses capacités. Ces résultats à l'école constituent un autre point important de ce tableau, à l'origine de beaucoup d'anxiété. Emera est dans un collège privé dans la classe des élites, alors ça c'est son terme, et ne supporte pas l'idée que ses camarades puissent avoir de la pitié pour elle si elle n'obtenait qu'un 15. Et lorsque je lui demande comment elle sait qu'ils ont de la pitié pour elle, elle me répond « je le vois dans leurs yeux ». Elle n'a pas beaucoup d'amis proches d'elle, sauf deux qui l'accompagnent depuis la maternelle. Elle se contrarie de la distance qui s'est installée avec son ami d'enfance depuis qu'ils ont intégré le collège. Ce changement d'attitude l'affecte au point où elle en a pleuré, mais bien sûr pas devant lui, et elle attend qu'il prenne conscience tout seul du fait qu'elle puisse être atteinte qu'il prenne de la distance comme ça. Elle me dira qu'en ce moment ça ne va pas trop bien, car elle ne comprend pas pourquoi il ne revient pas vers elle, et les ignore, enfin elle et donc son amie, alors qu'ils se connaissent eux depuis leur enfance. Et elle ajoute « Au moins, j'ai ma meilleure amie super belle ». Donc elle l'appellera tout le temps comme ça, son amie super belle. Elles se comprennent toutes les deux presque sans parler, et lorsque cette dernière est épuisée, parce qu'elle aura veillé toute la nuit, il lui arrive de s'endormir sur son épaule dans la cour. De son amie, elle n'en dit pas grand-chose, si ce n'est qu'elle est un peu faux-folle, et que par moments, il lui prend de courir autour de la cour sans raison, et du coup, elle est prise dans son sillage et se met à son tour à courir à ses côtés, comme par mimétisme, ce qui la fait beaucoup rire. Elle répète souvent qu'elle est bizarre, que d'ailleurs on la trouve bizarre, et se plaint au passage de ses difficultés à être en groupe. Elle finira par reconnaître qu'elle n'a qu'une seule meilleure amie super jolie, sans qu'elle dise vraiment son nom, quoi. Elle est super jolie et ça semble être l'essentiel. Voilà. Mais malgré tout, elle peut se sentir seule sans que cela ne la dérange vraiment, ou se retrouver isolée, ou encore se couper du monde en s'échappant dans les histoires qu'elle imagine, et ne plus du tout être en connexion. Ce qui peut lui arriver, même lorsqu'elle est avec ses camarades ou en classe. Elle me dit qu'elle est toujours dans ses pensées et ajoute peut-être trop. Puis, lorsque j'invite à développer, elle me dit préférer garder son jardin secret.
Alors pour rompre un peu son isolement, ses parents l'ont inscrite chez les scouts. Mais après une présentation factuelle où elle semble essayer de se rapprocher de l'objectif des parents, parce qu'elle va me dire, ben oui, ça me permet d'avoir plus d'amis, voilà, de ne pas être seule. En fait, elle va reconnaître que la fois dernière, ça s'est plutôt mal passé. Ses camarades l'avaient rejetée parce que trop bizarre. Donc elle s'est retrouvée isolée pendant tout le séjour et a pleuré en secret. Pour finir, elle me dira qu'elle aimerait ne plus y aller plutôt, mais ne sait pas comment le dire à ses parents. Alors si dans son discours, il apparaît que sa mère soit accessible au dialogue, pour son père, on a l'impression que c'est un peu différent. Elle en parle que très peu. Et en tentant, enfin voilà, quand j'ai essayé un peu d'explorer le sujet, elle me dira qu'il fait des blagues et qu'il peut perdre patience avec ses petits frères lorsqu'il rentre le soir, après le travail. Donc là, j'ai l'impression qu'il est un peu absent dans leur quotidien. Et j'aurai l'occasion de le rencontrer un soir, alors qu'il venait récupérer sa fille. Et donc il ne parlera pas beaucoup, donc il n'est pas très loquace. Et il s'inquiétera de savoir si les séances se passent bien, m'indiquera qu'il trouvait que sa fille allait un peu mieux, pour finir par me demander combien je pensais qu'elle avait encore besoin de séances, et que bien entendu, si nécessaire, il continuerait, enfin plutôt sa femme, à la conduire aux consultations, car elle est toujours partante pour venir. Alors, lors d'une rencontre après un mois d'interruption, la mère avait annulé un rendez-vous intermédiaire parce qu'elle avait des rendez-vous pour ses petits frères. La situation s'est dégradée. Elle voilà, me semble plus triste. Voilà. Elle n'a pas dormi la veille. Et elle m'explique que dormir, c'est une perte de temps et elle pourrait l'utiliser à réviser ses cours. Alors il est vrai que d'après sa mère, la situation s'est compliquée après que sa fille ait eu une interrogation surprise de mathématiques et que la veille, étant fatiguée, cette dernière avait juste survolé son cours. Et devant le résultat médiocre d'Emira, son enseignante avait émis un doute devant toute la classe sur le fait qu'elle travaille de manière régulière, ce qui évidemment l'avait plongée dans un profond sentiment d'injustice. Un épisode qui ne manquera pas de se rejouer dans ses ruminations nocturnes, animé d'incertitude quant à ses capacités d'apprendre ou de restituer ses connaissances, ce qui l'amène à se sentir disqualifiée au regard de ses camarades, qu'elle juge évidemment par rapport à elle plus compétents. Elle reconnaît aussi que dormir, c'est comme tomber dans un gouffre, dans le vide, se retrouver seule. D'ailleurs, elle ne se souvient jamais de ses rêves. Et évidemment, si la mère accepte de rester près d'elle dans sa chambre, elle s'endort plus facilement. Le fait d'être dans le noir ajoute à ses angoisses et je lui demande si elle a pensé à mettre une veilleuse ou de laisser la lumière dans le couloir allumée, enfin bon, bref, tous les petits trucs qu'on peut imaginer. C'est alors qu'elle m'explique que son père estime que dorénavant elle est trop grande pour laisser de la lumière dans sa chambre et lui demande de l'éteindre. Puis sans transition, elle évoque ses lectures qui occupent au passage beaucoup de son temps. Et c'est avec une certaine fierté qu'elle me dit avoir lu, alors qu'elle était en primaire, donc la saga d'Harry Potter plusieurs fois, mais également Le Seigneur des Anneaux. Elle reconnaît que, d'une manière générale, les histoires féeriques et la fantaisie constituent ses thèmes de prédilection, au point d'avoir lu et vu les films, alors elle me dira plus d'une dizaine de fois. C'est lors d'une séance au mois de décembre qu'elle abordera le décès en juin dernier de sa marraine, sœur jumelle de la mère. Elle me dira qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes comme elle qui ont vécu tout ce qu'elle a vécu. Et quand je lui demande à quoi elle fait allusion, elle me répond « J'ai tenu la main de ma marraine alors qu'elle était en train de mourir ». Elle passera ensuite à l'énumération d'autres décès dans la famille. Son arrière-grand-mère dont elle ne se souvient pas, elle est alors, dont elle se souvient bien, pardon.
Elle avait alors 6 ans. Un oncle éloigné qu'elle ne connaissait pas, lui, mais pour lequel elle a dû aller à l'enterrement. Elle est alors âgée d'une dizaine d'années. Et elle finit par s'ajouter à cette liste en me signalant qu'elle-même a failli mourir, puisqu'elle est née prématurée à 7 mois et demi et que ses parents ont eu très peur pour elle. Elle me précisera ne pas pleurer devant les autres, sauf peut-être devant sa mère, et surtout pas devant quelqu'un qui l'aurait vexée. Alors nous sommes pratiquement à la fin de la séance, et je lui propose de me présenter sa famille à travers un arbre généalogique. Alors je vais vous passer l'arbre généalogique et je vais juste vous dire peut-être que le père est fils unique, et qu'il a ses arrière-grands-parents donc sont décédés et qu'il reste juste ses grands-parents. Et côté maternel, je vais vous dire aussi pour la mère, ça me paraît important aussi. Donc en fait, du coup, pour la mère, en fait, elle a une sœur jumelle qui vient de décéder et un frère qui voit très peu. Donc à la fin de cet exercice, elle me dit qu'en fait, elle a trouvé ça plutôt marrant parce qu'il existe un livre très important dans sa famille qui retrace l'arbre généalogique de sa famille côté paternel. Des recherches que sa grand-mère paternelle, professeure d'histoire, a entrepris et qui ont pu remonter jusqu'au XVe siècle. Elle me propose alors de me rapporter à la prochaine séance son précieux ouvrage. Et c'est effectivement ce qu'elle fait. Son livre est serré contre elle, recouvert par son gilet. Elle est souriante et me dit « Je t'ai rapporté le livre ». Et ajoute « J'y fais attention parce que mon père m'a dit que c'était mon héritage ». Alors donc je demande pourquoi, et elle me dit « Parce que je vais perdre mon nom et pas mes frères ». On dit que voilà, je suis la seule fille, et donc je perds mon nom. Et puis pareil, je la relance sur le sujet, et elle me dit « Parce que je vais... ça ». Et ensuite, elle me dit si je me marie, je changerai de nom et donc, ce sera plus facile de raconter l'histoire de ma famille à mes enfants. Donc ensuite, elle entreprend de parcourir donc ce livre avec beaucoup de précautions. Et si au début, elle manifeste un certain désir de partager ce moment avec moi, j'ai le sentiment progressivement qu'elle se retrouve comme seule à parcourir frénétiquement le livre, pointant chacun de ses ancêtres dans leurs fonctions ou titres, pour certains des hauts dignitaires qui occupent des positions élevées. Donc, en fait, c'est vrai qu'elle tournera vite les livres, elle me dira « Oh, regarde », mais j'essaye de capter un peu ce qu'elle me fait regarder. Je lui dirais même de ralentir, mais en fait, elle n'y arrivera pas. Voilà, elle ira très vite. Mais quand même, j'ai vu qu'il y avait des chevaliers de l'ordre de Malte, un ministre d'un roi, alors du XVIIe, je me suis dit que c'était peut-être Louis XIV, enfin bon, bref. Un archevêque, et quelques autres issus de milieux plus modestes. Je tente alors le lien avec son nom de famille qui contient une particule, et elle m'explique qu'en réalité, à l'origine, il comportait une double particule, et qu'au fil des siècles, ses ancêtres l'ont perdu, avec d'ailleurs leur terre, ce qu'elle trouve dommage, car elle aurait bien aimé avoir son nom d'origine. Et nous en restons là pour cette séance. Alors, entretien avec la mère. Alors, pour donner suite aux propos d'Emera concernant le décès de sa marraine, je propose un rendez-vous individuel à la mère pour échanger sur les circonstances de cet épisode. C'est donc en l'absence de sa fille que je l'invite à revenir sur cet événement, ce qu'elle accepte, et me dit si cela peut vous aider à y voir plus clair. Alors, sa sœur, Madame K, alors âgée d'une quarantaine d'années, a déclaré début janvier une tumeur maligne qui très vite a évolué de manière péjorative. À ce moment, Madame K est encore... alors Madame K, c'est la marraine d'Emera,
est encore en hospitalisation à domicile, évitant tout contact, effrayée à l'idée de contracter. En plus d'autres infections. Et du coup, c'est la grand-mère qui va assurer les visites ponctuelles. Du côté de la famille d'Emera, les nouvelles se prendront essentiellement par l'intermédiaire des réseaux sociaux pour plus de sécurité. Toute la famille, me dit la mère, est très affectée par cette situation. 6 mois plus tard, alors que l'état de santé de Madame K s'aggrave, nécessitant désormais une hospitalisation, les parents d'Emera font, eux, le choix de maintenir leur projet d'un séjour à la mer programmé antérieurement. Donc c'est un projet qui datait et du coup, ils n'avaient pas envie de l'annuler. Donc vu les circonstances, les vacances sont évidemment très perturbées. Elles seront régulièrement entrecoupées de nouvelles alarmantes transmises à Madame D par l'intermédiaire de la grand-mère, restée au chevet de Madame K. Puis vient ce matin où la grand-mère appelle désespérée. Désormais, le pronostic vital de Madame K est engagé. Elle annonce à Madame D, si tu veux dire au revoir à ta sœur, il faut que tu remontes tout de suite. Donc l'injonction est faite. À partir de ce moment, Madame D décrit un trajet de retour de 5 heures, oppressant, interminable, avec des appels téléphoniques répétés de la grand-mère, qui sont dans la voiture, demandant à plusieurs reprises « Vous en êtes où ? Vous ne serez pas là à temps. » Les enfants sont à l'arrière de la voiture, silencieux, conscients de la gravité de la situation. Parce qu'en fait, la mère me dit qu'habituellement, quand ils voyagent comme ça, derrière, c'est un peu la fiesta. Et là, silence, personne ne parle, et sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Le parcours se termine directement sur le parking de l'hôpital. La mère s'arrête en catastrophe. Le père s'arrête en catastrophe. La mère, perdue dans la précipitation et sans réfléchir, propose à sa fille de venir avec elle, voir une dernière fois sa marraine. Et c'est ce qu'elle fait. Lorsqu'elles arrivent dans la chambre de Madame K, cette dernière est inconsciente, mais respire toujours. Par moments, elle reprend conscience, quelques secondes, et s'agrippe à la main de sa sœur. Et elle me dit, elle a toujours eu peur de mourir. J'apprends également que Emera est près de sa marraine, elle aussi, et qu'elle tient de l'autre côté la main de sa marraine, et elle le fera jusqu'à ce qu'elle donne son dernier souffle. À ce moment du récit, Madame D est bouleversée et déverse son chagrin en pleurant sans retenue. Puis elle se ressaisit pour reconnaître qu'elle regrettait finalement d'avoir infligé à sa fille le spectacle de sa marraine agonisante, sachant combien la mort l'avait toujours inquiétée. Et elle me dit qu'à 2 ans et demi, Emera refusait de dormir car elle pensait que cela ferait mourir ses grands-parents. Et elle expliquait qu'en dormant, le temps passe, donc les gens vieillissent et donc les vieux meurent en premier. Donc je la laisse alors libre de ses associations et c'est naturellement qu'elle m'amène jusqu'à l'enterrement que Emera aurait plutôt bien encaissé. D'ailleurs, elle n'a pas pleuré durant toute la cérémonie. Alors là, moi je lui dis, avec tout ça, Emera a de quoi avoir peur de dormir. Mais je lui dis ça parce qu'avant, on avait parlé du fait qu'elle avait peur de dormir, que c'était problématique pour elle, voilà. Et du coup, la mère acquiesce et reconnaît que peut-être il va falloir faire preuve encore d'un peu de patience avec elle pour la rassurer. Et la rassurer. Alors, la séance suivante, je reçois Emera. Elle me dit avoir de nouveau passé une mauvaise nuit. Elle est inquiète de savoir si j'ai parlé du contenu de nos rendez-vous avec sa mère. Je lui rappelle les règles de confidentialité. Elle se rassure et me dit être contente que j'ai parlé à sa mère. Et en fait, c'est plutôt sa mère qui m'a parlé, parce qu'elle n'a pas trop parlé. Même si elle lui a dit, donc sa mère, avoir beaucoup pleuré. Elles ont pu parler toutes les deux du décès de sa marraine. Et du coup, elle me dit qu'elle n'a pas trop envie d'y revenir. Mais me confie qu'elle était très proche de sa marraine, elle se voyait souvent, qu'elle lui manque et qu'elle a le sentiment que tout a été trop vite, tout est passé trop vite.
Donc je sens une tension s'installer, je lui signifie, et cette fois, c'est avec insistance qu'elle me dit préférer de ne pas en parler. Et là, voilà, elle me regarde dans les yeux et elle me dit bon, c'est bon, j'ai pas envie d'en parler. À cet instant, il ne me semble pas approprié d'aller sur ce terrain, et comme je la vois fixer un jeu d'échecs sur mon bureau, je l'invite à faire une partie. Ce qu'elle accepte, mais ne se souvient pas des règles. Je lui propose de me dire ce dont elle se souvient, ce qui se révèle être effectivement très approximatif. Ce moment devient alors plutôt léger, Emera est souriante, et je capte son regard de manière plus continue. Je lui explique le principe du jeu avec d'abord la place de chacun des pions. Le plateau, un univers où s'opposent 2 royaumes dirigés respectivement par 2 couples de monarques, la position du roi et de la reine qui trônent au milieu de leur forteresse, les tours protégées par les cavaliers, les fous qui amusent la cour, les soldats qui devront à leur tour, qui devront à la fois défendre leur royaume ou aller à l'assaut de la partie adverse. Et elle se prend au jeu. Elle revient sur les lectures d'Harry Potter et me dit que son personnage préféré, c'est Hermione. Elle parle aussi du Seigneur des Anneaux et les histoires qu'elle imagine. Elle revient aussi, elle me redit encore, elle me rappelle qu'elle n'aime pas pleurer devant les gens, si ce n'est devant sa mère. Et aussi, elle me dit que lorsqu'elle est en colère contre ses amis, elle se cachera pour pleurer car elle ne veut pas qu'ils voient qu'elle a pu être touchée. Nous sommes à la fin de la séance et lorsque Madame D questionne discrètement sa fille dans le couloir et lui demande si la séance s'est bien passée, j'entends chuchoter est-ce qu'on pourra jouer aux échecs. Et je m'arrêterai là sur cette vignette. Peut-être que voilà, pour avoir des questions. Alors merci beaucoup pour cette vignette vraiment, vraiment intéressante. Alors moi j'ai pris plein de notes, mais j'imagine qu'on a tous plein de choses à dire. Mais on va quand même d'abord commencer par laisser la parole à la salle, ou sur Facebook d'ailleurs, si vous avez des questions, des remarques. Bon, alors je vais commencer. Peut-être que ça ouvrira peut-être un peu plus le débat. Donc oui, vraiment merci beaucoup parce que c'est vrai que c'est une situation qui est vraiment, vraiment riche et que vous amenez voilà, avec beaucoup de pertinence voilà, dans les moments que vous ramenez en tout cas et que vous mettez en avant. Alors, comment je vais formuler ma question? Si vous voulez, moi je me dis cette jeune fille, elle amène quand même beaucoup de choses. On sent qu'elle est questionnée par beaucoup de choses. Alors jusque-là, en fait, il semblerait que dans sa famille, puis on pourrait peut-être questionner le rôle du père, mais la question de la singularité, en tout cas, est vite attrapée par un sigle ou par un diagnostic. En tout cas, celle-ci, elle est au potentiel, hein, c'est ça, et je crois que pour les frères, il y a aussi des choses qui peuvent être posées. Bon, et en même temps, on voit bien que ce qu'elle vient questionner, il y a beaucoup de choses autour de la question, alors peut-être au niveau des jeux, au niveau même de l'arbre généalogique, au niveau de Harry Potter, etc. Enfin, la question de l'amour, du sexe et de la mort, enfin, qui en plus s'est réellement produit. Et je me demandais au fond cette question de l'angoisse, parce que c'est d'abord ça qui vient l'emmener chez vous, cette question de l'angoisse à l'endormissement. En quoi aussi ça vient pas poser quelque chose, qui serait à soutenir aussi en fait vis-à-vis de ses parents. C'est-à-dire un processus en fait qui est en marche pour elle, et on voit bien là qu'il y a quelque chose qui est mis en difficulté, qui vient exprimer aussi quelque chose aussi pour ses parents. Enfin, je ne sais pas si j'arrive à être très clair dans mon questionnement, mais un processus à soutenir en fait. En tout cas, j'ai le sentiment que c'est ce que vous avez fait tout au long en fait de ce que vous avez amené là.
Ouais, c'est sûr que le trouble du sommeil, ça vient, ça pose un problème pour toute la famille, puisque j'avais le sentiment, moi, quand elle est venue, enfin sa mère est venue, puisque son père, là, je l'ai vu qu'une seule fois. C'était à la fois, voilà, aidez-moi, enfin pour la mère, à aider ma fille, et en même temps, voilà, aider ma fille, hein, parce que j'y arrive pas. Et parce que elle nous épuise, hein, parce que nos journées sont très longues, et en fait, il y avait aussi ce côté où il y avait ces journées une problématique autour de la mère est épuisée par ses journées, par ses frères, par ses enfants, etc. Et une problématique aussi d'Emera qui elle aussi finit par être épuisée. Hein. Et il y avait quelque chose de l'ordre aussi, un questionnement aussi autour de qu'est-ce qui se passe dans ce couple-là, quoi. Voilà, je vois la mère, je vois peu le père. Le père est très engagé de façon professionnelle. Il vient qu'une seule fois. En même temps, il est présent puisque voilà, il donne le livre à sa fille en disant bah, voilà, c'est ton héritage, voilà. Et il y avait enfin, si j'avais vu plus longuement, parce que je n'ai vu que quelques séances, hein, et ben j'aurais aimé travailler ce registre-là, côté les parents, la place des parents, la place des enfants aussi, des deux garçons, parce qu'en fait, là aussi, c'est problématique, cette place-là, et la place d'Emera dans cette configuration familiale aussi. Hein, je veux dire, comment ça se passe entre les uns et les autres, pourquoi on laisse finalement peu de place, mais après, logistiquement, ben oui, on comprend. Hein, et on lui demande, en plus avec ce symptôme-là, on me l'amène pour que ce symptôme s'efface, qu'on l'entende plus, quoi. Du coup, alors que c'est le seul moment où on l'entend. Le soir, quand elle vient s'endormir, qu'elle n'y arrive pas, et bien c'est là où on s'occupe enfin d'elle. Hein. Mais à travers ce symptôme, enfin moi j'ai vu plein de trucs différents. En fait, je trouve ça un peu compliqué de trouver exactement pourquoi elle développe ce symptôme. Mais ça pouvait être ça, mais en même temps, plein d'autres choses. Et ce que vous venez d'évoquer aussi autour de la sexualité, de la mort, enfin, du narcissisme, enfin, et son rapport aux autres. Voilà, il y avait tout un tas de choses comme ça qui me semblaient compliquées. Enfin, je ne sais pas si je réponds, mais... voilà, non, mais en fait, c'était... parce que c'est vrai que sur l'angoisse comme ça, l'endormissement, il peut y avoir aussi, en tout cas chez les jeunes enfants, la question de l'angoisse de séparation. Et puis aussi, après et puis là, moi, il me semble en tout cas qu'il y a quelque chose qui s'entend peut-être de ce côté-là, mais qui est aussi la question de la castration. Et qui a un processus comme ça qui est aussi peut-être de soutenir cette jeune fille parce qu'on entend bien assumer son manque à être. Voilà. Il y a quelque chose un peu de cet ordre-là, parce qu'on voit bien qu'elle est vraiment prise aussi hein, dans un espèce d'idéal. Hein. Enfin, on parlait de narcissisme enfin, voilà, il y a comme si, au fond, tout ce que vous mettez en place, c'est aussi l'idéal à assumer, mais d'une certaine manière, il y a un travail avec les parents hein, qui est mené. Même si, enfin, en tout cas, vous parlez plutôt de la mère, mais voilà, en tout cas, ce processus-là me semble intéressant dans le symptôme. Alors, c'est assez curieux parce que son père donc, lui donne cet ouvrage-là avec donc tous les aïeux, en lui disant c'est ton héritage, et puis elle pointe tout ce qu'ils ont perdu, quoi. Ouais. Voilà, les particules, les noix particules, les terres. Elle Oui. lui fait une drôle de réponse à son père. Oui. Hein, elle dit c'est sympa ton héritage, mais voilà. Il manque des choses, c'est ce qu'elle est en train de lui dire un peu. Oui, enfin, je ne sais pas si elle lui dit, mais... Oui, parce qu'on pourrait dire que l'héritage que peut avoir un enfant, c'est quand même la transmission. Ce que peut lui transmettre une mère, ce que peut lui transmettre un père. Et là, on voit la seule transmission que le père peut faire, c'est un bouquin qui retrace une histoire de famille où effectivement, elle, comme Barbara tu le soulignes, elle ne pointe que les pertes. Ouais. Alors que, apparemment,
le père, lui, il transmet quelque chose, effectivement, qui devrait rester, c'est-à-dire le nom, en lui disant, mais tu vas le perdre, ce nom. Comme si d'ailleurs, en se mariant, à l'époque d'aujourd'hui, on ne pouvait pas garder son nom. Alors, on voit bien un père qui est resté dans des schémas bien ancestraux, bien patriarcaux. Et d'ailleurs, on voit son incapacité à tenir sa place dans la famille. On pourrait s'interroger aussi sur cette fonction qu'il a du mal à assumer en tant que père, la fonction paternelle, qui ne permet pas à cette fille de passer à autre chose. On dirait qu'elle reste figée et bloquée par quelque chose. Oui, merci pour votre présentation. C'est toujours un exercice difficile. Et alors moi, je voulais vous interroger sur ce qui transparaît dans toute la clinique que vous amenez d'Emera, qui est son rapport au regard et à sa propre image. Dont vous soulignez d'ailleurs que, en tout cas c'est comme ça que ça m'est apparu, que c'est quelque chose finalement d'instable. Alors, peut-être que c'est l'intervention de Sébastien qui m'y a fait penser, peut-être que c'est justement quelque chose qui est en train de se construire, de s'élaborer. Comment vous avez attrapé ça, notamment autour de ce que vous amenez du mimétisme qu'elle a vis-à-vis de ses camarades et de ce qui est redondant dans son rapport à sa meilleure amie qui est très jolie ou très belle et qui n'a même pas de nom finalement. C'est une manière de nommer quand même quelque chose, mais vous dites ça reste sur le côté purement imaginaire, esthétique. Alors, comment dire en fait, l'image qu'elle renvoie d'elle, c'est... elle va toujours essayer de comprendre quelle image elle renvoie d'elle-même. Et y compris, par exemple, dans ses résultats. Parce qu'au final, elle doit tellement douter d'elle-même que même quand elle a une bonne note, et ben en fait, ça la construit pas, enfin, ça la rassure pas. Et je pense que je me suis dit que finalement... elle va chercher des appuis à l'extérieur, des objets extérieurs, pour pouvoir se voir dans l'autre et voir dans l'autre une image d'elle-même. Et cette amie super jolie, je pense que je me disais que c'est presque un prolongement d'elle-même, à la fois un prolongement, à la fois un double d'elle-même, ou quelque chose sur lequel elle pouvait s'appuyer pour se sentir exister, pour être rassurée par rapport à ce qu'elle pouvait ressentir d'elle-même, en fait. Et en fait, oui, le regard, c'est très important puisqu'on le retrouve à presque tout le monde, tout le temps dans le jugement des autres, dans le fait qu'elle arrive, par exemple, à l'école, elle va jouer les excentriques, elle va s'habiller un peu n'importe comment, ou alors elle va jouer, elle va tenter les vêtements un peu plus ultra féminins, mais on voit bien qu'elle est en train de se construire et que c'est pas stable. Et que à tout moment ça peut glisser. Et alors le fait d'avoir du mal à s'endormir, je me disais aussi que le réel, le réel est trop là. C'est-à-dire que du coup elle le lâche pas, elle peut pas s'endormir. Et voilà, du coup elle peut pas lâcher ce réel pour aller dans le rêve. On voyait bien que le rêve c'est quelque chose qui permet aux dormeurs de rester endormis. Et si elle ne peut pas lâcher le réel et plonger dans le sommeil pour pouvoir avoir une activité onirique et pouvoir se reposer, et elle s'épuise. Hein. Et on voit bien qu'elle s'appuie sur le réel, sur ce que peut lui renvoyer l'école, ses amis, le jugement des autres. Enfin, je sais pas, voilà comment je voyais les choses par rapport à ce que vous disiez. Quand vous dites le réel, c'est au sens de la réalité, c'est ça? Oui, c'est vrai qu'elle est dans un rapport imaginaire, juste pour terminer là-dessus, à son amie. On voit bien qu'elle est du côté de l'image. D'ailleurs,
elles n'ont pas besoin de se parler. Oui. Elles se comprennent tout de suite. Enfin, je sais, qui d'abord? Les dames d'abord. Merci. D'ailleurs, elle recrée le regard avant de s'endormir. Elle invente des personnages qui le regardent avec des yeux rouges, c'est ça? Ou des yeux... Enfin, il y a le personnage... Non, alors elle a peur de s'endormir parce qu'elle imagine qu'il y a des yeux qui la regardent. Voilà. Ou qu'il y a une Et personne. alors, pour le coup, il y a peut-être une fonction intéressante aussi sur cette création de personnes qui la regardent. Voilà. Et encore le regard. Pour vous écouter, en fait, depuis le début, j'entends toujours en fait un problème qui a une espèce d'espace entre la notion de la question de la place, la question de la racine, c'est-à-dire que l'endroit où elle doit se poser. C'est-à-dire que depuis le début, en fait, je vous entends parler de cette jeune fille qui a du mal à trouver sa place, et en même temps des points d'enracinement qui sont soit son amie super jolie, soit un héritage, soit un imaginaire sur lequel elle essaye de s'accrocher pour peut-être avoir un lien avec une existence qui serait tenable, en fait. Moi, c'est juste ça que j'ai constaté en vous écoutant. Donc c'est intéressant, enfin, quand on parlait d'existence tenable, de savoir justement à quoi ça tient. Ou au moins sur quoi on s'oriente. Et là on peut penser quand même qu'il y a quelque chose, comment on s'oriente, en tout cas à cet âge-là, parce qu'elle a 13 ans et demi, je crois. 13 ans. 13 ans. Bon, on peut penser qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui bougent pour elle. Et d'une certaine manière, là, je sais pas, mais enfin, si c'est comme ça, enfin, comme vous l'avez ressenti, mais il faut aussi qu'elle puisse sortir un peu de la position d'objet phallique par rapport à ses parents pour pouvoir assumer quelque chose du côté de son désir à elle. Mais on voit bien que tout ça, voilà, enfin, tout ça, c'est là en mouvement. Enfin, c'est justement ce qui est en train de se dérouler. J'allais dire sous vos yeux. Alors justement, je pense que la question du regard est intéressante aussi. Mais en tout cas, oui, sur la question d'orientation, comment on s'oriente, ouais, sur la vie tenable. Après, sur ce que vous venez de dire sur le fait qu'elle puisse devenir un objet désirant, moi, je la trouvais beaucoup dans le désir de sa mère. C'est-à-dire qu'elle la critique jamais. Elle trouve toujours des excuses, même à son père ou à la situation. Ou voilà. Sa mère, malgré le fait que quelquefois elle puisse dire, ben voilà, j'aurais besoin d'aide ou elle doit s'occuper de mes frères, mais c'est jamais une espèce de revendication où elle va être en colère contre elle ou elle va lui en vouloir. Enfin, c'est jamais comme ça. Et son père, même quand elle fait des remarques comme ça, ça reste encore bienveillant. Alors je crois que, voilà, je ne sais pas à quel moment son désir va émerger et elle va pouvoir dire voilà, ce qu'elle attend des autres, ce qu'elle veut, elle. Puisqu'il me semble que pour le moment, elle est encore beaucoup dans le regard des autres, quoi, ou dans l'autre, ou dans voilà, une image qu'elle va idéaliser de l'autre. Voilà. Non, j'ai juste pour revenir sur ce que disait tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a un terme qui revient beaucoup en plus dans votre écrit, ce qui est le terme, en tout cas c'est comme ça qu'elle se reconnaît dans le discours de l'autre, c'est elle est bizarre. Oui. Elle est bizarre. Et je trouve ça assez intéressant en fait, cette bizarrerie qui est peut-être une façon, vous voyez, enfin, quelque chose comme, en tout cas, enfin, c'est comme ça que je l'ai perçu par rapport à votre texte. Une singularité comme ça, mais qui est maladroite. Et du coup, quelque chose qui est difficile à assumer. Oui. Bah, je me disais, moi, enfin voilà, j'ai l'impression qu'elle est dans une espèce d'un entre-deux. Voilà, elle est en train de se construire et du coup, elle a un sentiment de
l'étrangeté ou voilà, le bizarre, parce que peut-être que, enfin, je me disais qu'elle n'arrivait pas à s'y retrouver en fait, ou à se reconnaître dans la façon dont elle se développait. Mais pendant tout, cette prise en charge, moi, j'avais ce qui était compliqué pour moi au début, c'est pour ça que j'ai eu du mal à avoir plein d'éléments. C'était que je devais il fallait que ça colle. Donc du coup, voilà, il fallait faire en sorte que je capte, que je la capte, parce que je voyais bien que elle me regardait pas forcément, elle avait pas envie trop de me parler. Voilà, donc mon premier boulot, voilà, ça a été ça, c'est-à-dire que comment faire en sorte de la capter, de l'amener à rentrer dans ce travail-là. Même si elle souffrait du fait qu'elle avait du mal à dormir, à s'endormir, qu'elle avait aussi des problèmes par rapport au regard des autres. Ça a été réussi de votre part. Parce que vous avez quand même entendu ce qu'elle disait, j'ai besoin de quelqu'un qui me parle. Et ça n'avait pas fonctionné avec la première psychologue parce qu'elle ne lui avait pas parlé, justement. Et là, vous n'avez pas hésité à parler, à lui parler. Et puis sur cette question de je crois que vous l'amenez bien, la question de la bizarrerie, on pourrait dire, tiens, pourquoi cette bizarrerie-là, mais il me semble qu'elle le signifie, c'est quand même pour marquer sa différence. Ouais. C'est pour pouvoir se différencier des autres. Il y a beaucoup de moments où vous le signalez, ça. C'est-à-dire que peut-être que justement, elle est à cet âge où il y a la question de la séparation. Et elle marque une manière de se séparer des autres. C'est aussi, en même temps, de manifester sa différence. Et elle y tient la différence parce qu'elle le signale assez tôt. D'ailleurs, c'est au premier entretien qu'elle dit « Je ne supporte pas l'injustice ». Et on voit que l'injustice, elle est liée aussi à la différence de l'autre, ce qui fait différence. Et c'est ça qui lui permet aussi de se séparer, de commencer à se séparer, c'est de marquer la sienne, quitte à se faire remarquer, quitte aussi à faire... Mais en même temps, dans le désir d'être toujours relié à l'autre, puisque c'est une bizarrerie, mais où elle fait le pitre. Donc pour être appréciée. On voit qu'il y a toujours chez elle le besoin d'être liée aux autres, se séparer, mais être toujours relié à l'autre. Je soulève simplement ce que vous disiez à l'instant. Vous disiez, il faut que ça colle. J'aime bien ce mot coller. C'est-à-dire, est-ce qu'elle a été suffisamment collée? Est-ce qu'elle a été suffisamment... Et puis, elle a eu son petit frère à 3 ans et demi, si j'ai bien fait le calcul. Voilà, comment ça s'est passé cette arrivée-là, dans la séparation justement, et peut-être ce qui me venait, c'était cette phase effectivement par rapport à la séparation avant l'autonomisation, mais plus dans l'enfance. Et finalement, c'est peut-être ce qui se rejoue aussi par rapport à l'adolescence. Voilà, c'est les liens que je faisais avec le « il faut que ça colle ». Pour moi, elle n'a peut-être pas été suffisamment collée ou regardée ou choyée avant d'être séparée. Ça a peut-être été un peu brutal. Voilà. Merci. En tout cas, pour l'arrivée de son petit frère, sa mère elle me dit d'une façon générale, c'est une enfant docile. Hein. Enfin voilà, elle montre pas. Ça s'est très bien passé. Elle adore ses petits frères. Et même, alors quand il chahute et que voilà, elle raconte vraiment des grosses bastons en fait. Et elle se laisse taper dessus. Elle trouve ça rigolo. Vraiment, elle se donne comme ça. En objet à battre. Oui. Et en même temps, il y a, dans ce qui se passe dans l'évolution de la situation telle que vous nous la rapportez, il y a quelque chose qui semble se décoller aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, vous disiez qu'elle semblait un peu prise dans une forme... je ne sais pas si c'est du côté de l'idéalisation dans sa relation à sa mère, où elle est très très prudente à manifester quoi que ce soit de négatif vis-à-vis d'elle. Une mère qui la maintient elle-même à travers certaines injonctions, dans l'idée déjà qu'elle serait au potentiel, qu'il faut qu'elle joue un rôle vis-à-vis de sa marraine au moment de
de son agonie. D'ailleurs, enfin, moi, j'ai pas très bien entendu ce qu'elle en disait. C'est surtout la mère qui, à un moment, vient dire qu'elle lui a infligé quelque chose de trop exigeant, et c'est elle qui s'effondre, et qui, par là, peut-être manifeste une fragilité qui permet à sa fille de la considérer comme quelqu'un qui est aussi constitué de son manque, quoi, avec son propre manque, quoi. Et ses propres failles aussi. Après, sur ce qui s'est passé avec sa marraine, quand elle m'avait dit au début, enfin une première fois, que oh mais moi personne n'a vécu ce que j'ai vécu, voilà. J'ai donné j'ai tenu la main de ma marraine qui est en train de mourir. Et en fait, j'y croyais pas, en fait. Je ne croyais pas que en fait, ça avait pu être le cas. Mais en même temps, je voyais que j'avançais pas, et je voyais qu'il y avait des trucs qu'on ne pouvait pas aborder, notamment tout ce qui est en rapport avec la mort. Enfin voilà, elle restait très descriptive. Et c'est pour ça que j'ai eu envie, à un moment donné, je me suis dit, j'ai envie de parler un peu à la mère et de prendre du temps avec la mère, de ne pas être dans une espèce d'entre-deux. Puis d'ailleurs, je me suis demandé si c'est pas un peu ce qu'elle infligeait à sa fille, mais voilà, d'être toujours entre deux, de pas. En plus, on n'a pas envie, de l'embêter. Voilà, quand je la récupère, je prenais 2 mots, et puis je me dis, mais elle est occupée avec les autres, elle doit courir, il y a son travail et tout. Puis là, à un moment donné, je dis, non, je veux un rendez-vous et je veux pouvoir vous parler. Voilà, donc moi, sur ça, et elle en parle pas, et je vois bien que ça reste un sujet. Enfin, même si elle m'en donne des bribes comme ça, des histoires comme ça, mais elle voulait pas trop développer sur le sujet. Et d'ailleurs, d'une façon générale, ses capacités à élaborer, c'est un peu compliqué. Et du coup, ça passe plutôt sur la façon de se comporter, la façon dont elle s'habille pour se donner une présence. Ça passe pas par le langage. C'est comme ça qu'elle montre qu'elle est là. Comment je m'habille, comment je me présente, comment je fais la pitre. Mais elle va dire qu'elle n'a pas de sujet de conversation, qu'elle n'arrive pas à rentrer dans le groupe avec les autres, elle n'arrive pas à leur parler ou à se faire entendre. Donc du coup, elle prend un biais, une espèce de stratégie pour trouver une place à travers son comportement, la façon dont elle s'habille, etc. Peut-être son physique aussi, c'était pas comme un handicap par rapport à ses amis. Oui, le fait qu'elle soit trop... Non, mais alors du coup, j'avais essayé d'explorer ça parce que je me dis, peut-être harcèlement, bref. Et en fait, non, pour elle, c'est un plus. En fait, elle me disait, non, je suis la plus grande, c'est bien, on me voit tout de suite. Voilà, donc non, pour elle, ça ne posait pas de problème en soi d'être la plus grande. Mais elle a toujours mis une tête ou 2 têtes à ses camarades, ça ne la gênait pas. Elle se montre, du coup. Bah oui. Un peu du côté de se montrer. Alors, je voudrais vous demander quel effet ont eu les parties d'échecs. Eh bien, ça l'a beaucoup amusé. Elle a beaucoup aimé, ça l'a beaucoup amusé. Et la fois d'après, alors je me suis arrêtée là, mais la fois d'après, elle m'a demandé de rejouer aux échecs. Et du coup, en fait, on a pu parler plus... c'est un biais, hein. Donc du coup, on a pu parler de plein de choses, de l'école, de ce qu'elle ressentait sur le moment. Mais ça a eu... en tout cas, je sais qu'elle a découvert les jeux d'échecs. Et du coup, on a pu rejouer. Voilà. Mais après, au-delà de ça... je me suis arrêtée, j'ai dû avoir 1 ou 2 fois après ça, et je ne l'ai plus jamais revue. Parce que je me disais que quand on joue aux échecs, on a le regard sur le plateau. Voilà. Il y a quelque chose on pourrait dire, qui se joue ailleurs. Et vous le dites bien, vous dites que là, elle pouvait parler. Enfin, il se passait quelque chose là, pour reprendre le terme qui a été utilisé tout à l'heure, le signifiant, ça a décollé quelque chose, peut-être.
sa peur de la mort, c'est un de les causes qu'elle ne dort pas bien. Parce que vous avez dit qu'elle a dit si on dort, on va vieillir, et si on vieillit, on va mourir les premiers. Donc cette peur de mourir qui ne laisse pas dormir. En fait, dans ces peurs d'endormissement, on peut y trouver plusieurs choses, et notamment la peur de mourir, ou la peur de séparation, ou la peur d'effondrement, ou le fait que justement, le fait que en dormant, elle travaille moins et qu'elle risque le lendemain de ne pas avoir de bonnes notes. Enfin, en tout cas, très tôt, la mort l'a questionnée. Enfin, elle a eu très tôt peur de la mort, mais de la mort évidemment pour ses grands-parents, pas pour elle, ni pour sa mère d'ailleurs, mais pour ses grands-parents. Et la mort lui posait question. Et après, ça a été travaillé, et donc ça l'a un peu libérée. Et puis ça lui s'est revenu, voilà. Et du coup, ça n'a pas pris sens. Enfin, quand elle disait qu'elle avait du mal à s'endormir, on ne retrouvait pas forcément une peur de mourir ou une peur de mourir pour ses proches. C'était ce qui l'inquiétait dans l'acte de s'endormir, c'était qu'elle n'y arrive pas. Et du coup, elle se stressait et ça l'angoissait. Et plus elle s'angoissait, moins elle arrivait à s'endormir. Et puis elle se disait que du coup, elle allait veiller toute la nuit. Et du coup, le lendemain, elle ne serait pas au top pour l'école. Et du coup, elle risquait d'avoir de mauvais résultats. Et du coup, elle risquait d'avoir un mauvais regard de ses camarades dans ses résultats. Donc il y avait tout ça qui est aussi en jeu dans le fait d'avoir du mal à s'endormir ou d'avoir peur de s'endormir, etc. Il n'y a pas uniquement quelque chose qui renvoie à la mort, mais il me semblait que ça renvoie aussi, ce que je viens de décrire, ça peut aussi renvoyer à un problème de narcissisme, et c'est proche des notions de mort aussi. Donc en fait, les deux, on peut retrouver les deux. Vous l'avez signalé dans le texte, quand vous dites il y a cet œil au moment de s'endormir, et cet œil qui est présent, et dans un autre moment, vous signalez que ce qu'elle a peur, c'est de voir dans le regard de ses camarades de la pitié. C'est-à-dire, ce qu'elle verrait, c'est de la pitié. Si, par exemple, elle n'avait pas 15. Et on voit bien dans l'articulation que vous avez fait de votre travail que la question d'être au top au niveau scolaire, dans une classe d'élite, c'est important pour elle, ça l'angoisse. Ça l'angoisse d'autant plus qu'elle pourrait voir cette pitié dans le regard des autres, c'est-à-dire que les autres pourraient prendre en compte sa faiblesse. Et on dirait que tout ce qui concerne sa faiblesse, ce qui montrerait sa faiblesse aux autres, elle le cache, notamment les pleurs, sa tristesse. On voit qu'elle veut montrer aux autres une image forte, solide. Et tout ce qui concernerait le manque, la faiblesse en elle le cache. Et on voit bien que l'endormissement est beaucoup plus lié à quelque chose comme ça, ou présentifié par ce regard qui est là, qui est la peur qu'on découvre ses manques, en fait. Dans une classe et dans une famille d'élite. Pardon ? Dans une classe et dans une famille d'élite. Oui. Alors moi, je me posais la question du diagnostic structurel, du coup, parce que moi, effectivement, ce regard omniprésent qui l'angoisse la nuit, ça m'a pas mal questionné, et puis cette prépondérance du registre imaginaire chez elle. Donc, je voulais savoir ce que vous en pensiez. C'est pour moi, ça. Ouais, en fait, oui, je me suis posé la question de la structure. Alors, je me suis posé la question de la structure et je suis partie des mécanismes de défense, des angoisses, voilà. Et j'ai essayé de faire l'inventaire de qu'est-ce que je trouvais en termes d'angoisse, qu'est-ce que je trouvais en termes de mécanismes de défense, etc.
Et alors d'abord, je me suis orientée vers... alors, ce qu'il faut prendre aussi en compte, avant que je vous donne mes hypothèses diagnostiques, encore que c'est des hypothèses, il faut prendre aussi en compte le fait que c'est une adolescente. Une adolescente, voilà, ça veut dire aussi qu'elle est en train de se bouger, se construire, elle est en développement, et que dans l'adolescence, tout est réactivé, et qu'on peut retrouver tout un tas de mécanismes de défense et d'angoisse qu'on pourrait retrouver dans les états limites, on va dire. Donc, j'ai fait un peu une hypothèse dans ce sens-là. Mais on peut éventuellement faire d'autres hypothèses qui serait quelque chose de l'ordre de quelque chose de plus névrotique. Voilà. Je m'en sors là ou... Bon, il y a peut-être, par rapport à cette question structurelle, des choses qu'on peut éliminer, par exemple. Dans la question du regard, on pourrait supposer effectivement quelle est la fonction ou le statut de ce regard-là. La première chose qui pourrait venir, c'est de se dire, mais est-ce que c'est un regard qu'on peut retrouver dans une structure paranoïaque, par exemple, l'œil qui regarde, l'œil qui jouit l'autre, et de se dire, est-ce qu'elle est jouie par un regard comme ça, qui viendrait la persécuter Bon, au fond, si on écoute un peu ce que dit Emera, ce qui nous est rapporté, c'est qu'on ne voit pas d'éléments paranoïdes. Hein, on voit bien que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est lié à la question de ce que vont voir, comment dire, ce que pourrait voir Emera dans le regard des autres, c'est-à-dire la pitié. Ça ramène beaucoup plus à une question de la faille que de la question de la paranoïa. Donc là, on peut éliminer la paranoïa. Surtout que d'ailleurs, dans tout le décours de ce qui nous a amené, on ne voit pas d'éléments persécutifs. Déjà là, on peut éliminer ça. On pourrait se poser la question sur la fonction du double. C'est peut-être aussi au plan imaginaire. Est-ce qu'on a affaire à un double? Est-ce que vous auriez supposé le double autistique, des choses comme ça, peut-être? Non, pas particulièrement. Parce que là, on voit bien que... On pourrait se dire, effectivement, s'agit-il d'un double construit dans l'autisme pour pallier à une impossibilité d'imaginarisation, par exemple. Bon, ben là, on voit qu'il n'y a pas... Ce double-là n'a pas non plus cette fonction-là. On pourrait plutôt... cette amie super jolie... on voit qu'il y a un côté de pouvoir vivre de la tendresse, pouvoir se reposer sur elle, etc. Il y a peut-être un rapport à faire avec la gémellité de la mère. C'est aussi le rapport à la perte de cette sœur de la mère et de sa marraine. Donc retrouver quelque part quelque chose qui est difficile à perdre. Bon, il y a peut-être quelque chose à travailler là-dessus, mais en tout cas, c'est peut-être pas forcément sur un plan d'appui structurel, quoi. Bon, la question de l'état limite, on avait pu en parler. À cet âge-là, c'est difficile d'établir. Bon, et encore, bon, après, il faudra parler du statut de l'état limite, hein, qui a un statut propre à des théorisations américaines, hein, Cohut, Kenberg, et puis qu'a repris Bergeret, bon, qui sont plus ou moins contestés par d'autres aspects théoriques. Là encore, mais bon, sur l'aspect structurel, c'est un peu jeune pour pouvoir le définir. On voit des choses qu'on peut ménager, mais par contre, ce qu'on peut revoir quand même sur le plan de ce qui se passe pour Emera, c'est qu'on voit quand même qu'elle est beaucoup dans la relation. La relation à l'autre compte beaucoup, tant sur le plan émotionnel, affectif, que sur qu'est-ce que l'autre va penser de moi. Donc on voit une enfant qui est quand même qui a besoin de l'autre,
quand elle s'isole, c'est pas un isolement de repli, c'est pour surtout qu'on ne la voit pas, qu'on ne voit pas sa faiblesse. Donc une difficulté à montrer à l'autre qu'elle est faible. Donc là, on voit bien qu'elle est dans la relation. L'autre compte. Dans la relation au transfert, c'est important que l'autre soit là, que l'autre lui parle. Et il y a de la relation. Donc, bien que là, on peut dire quand même, sur le plan structurel, on s'articulerait plus sur quelque chose de névrotique qu'un enfermement psychotique ou un isolement psychotique. Il y a une érotisation dans la relation. Oui, ça peut s'adresser aussi à Monsieur Linden. C'est une question un peu théorique. C'est pour savoir si les productions imaginaires de cette fille-là, de Emera, à partir des films, je ne sais plus lesquels, avec les sorciers, et l'autre film qu'elle a vu 10 fois, je ne sais plus, Le Seigneur des Anneaux, je crois. Est-ce que ces productions, ça pourrait se substituer au rêve et dans quelle mesure? Voilà. Si c'est oui. Oui, le rêve en tant qu'il est qu'une rêverie éveillée et qui pourrait être pour elle éventuellement le support au même type d'association que celle qu'on pourrait faire à partir d'un rêve. Dans ce sens-là, oui, ça pourrait s'y substituer. Après, on ne sait pas trop si chez Emera, il y a une vie onirique, puisque ce qu'elle amène, c'est quelque chose où elle ne peut pas dormir. Mais je ne sais pas si elle a eu l'occasion de parler à certains moments. Elle ne ramène pas de rêve, elle me dit qu'elle ne rêve pas. Mais de la même façon, elle ne fait pas de cauchemar. Et du coup, sauf les peurs qu'elle a au moment de s'endormir. Et c'est vrai que peut-être dans le travail qui peut être fait avec elle, ça peut être utilisé éventuellement à la place des rêves qu'elle n'amènerait pas. Alors, bien, écoutez, merci aux uns et aux autres. Merci pour votre présentation de cas. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve donc la prochaine date de séminaire au mois de février. Fin février, donc le 26 février, avec une intervention de Jérémy Mercier et... Oui, et de Madame Jacot, psychiatre. Voilà. Eh bien, on vous souhaite un très bon week-end. Merci.